Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire de l'Association française des journalistes de l'environnement, troisième webinaire de l'année 2024, bien sûr. Vous le savez, le gouvernement prépare son nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième du nom. L'un de ces chapitres sera peut-être consacré, sait-on jamais, à l'assurabilité des risques imputables aux effets du réchauffement, inondations, retrait-gonflement des argiles, sécheresse, etc. Puisqu'en gros, un Français sur quatre peut être confronté à l'un ou à plusieurs des risques climatiques. Entre 2016 et 2022, si ma mémoire est bonne, la sinistralité naturelle s'est élevée en moyenne à 2,4 milliards d'euros par an et ces chiffres sont appelés à grimper puisque selon une étude dont nous allons parler maintenant, les, le montant de ces risques qui pourraient devoir être réglés par les assureurs pourrait s'élever à près de 5 milliards d'euros entre 2020 et 2050. 5 milliards d'euros par an. Le gouvernement a commandé à trois experts, le géographe Gonéry Le Gossané, l'ancien assureur Thierry Langreney et Myriam Merad, la présidente de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles, un rapport sur le sujet, rapport qui lui a été remis il y a quelques jours, si mes informations sont exactes, et donc qui pourrait servir de base à la rédaction du chapitre du PNAC sur l'assurance et le climat. Euh, pour rester dans l'actualité, le 16 janvier, la Fédération nationale des syndicats à agents généraux d'assurance, l'AGA, dont nous recevons les deux principaux responsables ce matin, publiait son propre rapport sur le sujet avec des propositions à la clé dont nous allons maintenant parler. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Pascal Chapelon, le président de l'AGA, et Grégoire Dupont, son directeur général, qui vont nous raconter un petit peu ce qu'il y a dans ce rapport, nous présenter leurs principales propositions, et puis après, on pourra discuter tranquillement avec eux. Messieurs, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, la Fédération des agents généraux a décidé de prendre l'initiative sur ce dossier un peu compliqué du dérèglement climatique ou du changement climatique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, euh, parce que à l'heure actuelle, on sent bien que les enjeux assurantiels sont en train de s'écrire pour les 20 ou 30 prochaines années. Et il n'était pas question que les agents généraux ne soient pas associés à ce projet. Euh, pour vous situer AGA, AGA, donc, c'est la Fédération des syndicats d'agents généraux. C'est la seule représentation aujourd'hui de notre profession à l'échelle de notre pays, contrairement aux experts comptables, aux médecins, aux avocats qui sont répartis sur plusieurs fédérations. Nous sommes une seule fédération unique qui regroupe tous les professionnels de la distribution d'assurance dès lors qu'ils ont un mandat d'agent général. Nous avons environ 8 000 adhérents et nos adhérents regroupent en gros une force vive de l'ordre de 25 à 30 000 salariés. Le but de notre fédération AGA est de promouvoir le métier d'agent général et d'en assurer la défense de ses conditions d'exercice. Nous sommes une profession réglementée puisque nous exerçons dans le cadre d'un décret qui a été publié en 1949. Ce décret, aujourd'hui, réglemente la relation entre un agent général et sa compagnie mandante à travers un mandat. Et ce mandat est régi par un certain nombre de règles, d'accords et de protocoles d'exercice. Alors, il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, nous sommes des représentants via un mandat des compagnies d'assurance, mais nous ne sommes pas les assureurs. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de nos clients dans le cadre de la construction de solutions d'assurance. Nous proposons à nos assurés de mettre en place des garanties correspondant à leurs besoins. L'initiative, bien sûr, de la construction des produits est laissée aux compagnies d'assurance qui, elles, sont fédérées au sein d'une structure qui s'appelle France Assureur. Cette structure est notre interlocuteur, puisque quand on travaille aujourd'hui à travers l'évolution des produits, on travaille bien sûr avec France Assureur.
chaque compagnie ayant ses spécificités entre Generali, Groupama, MMA, GAN et ainsi de suite. Donc, le chantier que nous avons entrepris il y a un peu plus d'un an était une réflexion autour de l'assurabilité des risques. Alors, grand bien nous en a pris, puisque nous avons été relayés à l'échelle des pouvoirs publics par une mission, comme l'a précisé votre président, qui a été confiée à travers le ministère des Finances et le ministère de la Transition écologique, qui nommait ce groupe d'experts, avec mission de travailler sur l'assurabilité des risques, c'est-à-dire en clair, quelle est l'assurance de demain. Alors, pour vous situer, effectivement, la hausse cumulée de la sinistralité d'ici 2050 est estimée à 17,5 milliards. Pour une sinistralité, on va dire en 2023, qui était de l'ordre de 2,3 voire 2,4 milliards. Donc, le travail que l'on a construit pendant un an a été publié sous forme d'un livre blanc, et ce livre blanc, bien sûr, a été remis aux différentes autorités de notre pays, a été remis aux assureurs, a été remis aux parlementaires, aux sénateurs, ainsi qu'au pouvoir public, et notamment M. Thierry Langrenier. Ce document est un document exhaustif qui fait un bilan et une concentration des éléments qu'on a pu récupérer à travers les sujets liés au dérèglement climatique et avec la vision des différents acteurs. Alors, les différents acteurs, ce sont qui? Ce sont le DRGM, notamment, pour la partie publication des supports, cartes, études de sol, zones argile et autres. On a travaillé avec l'agence qualité construction, qui est une agence, une émanation des pouvoirs publics, qui donne aujourd'hui un certain nombre de labels sur des procédés de construction, des matériaux qu'on peut utiliser, des procédés de fabrication. On a travaillé également avec les experts, puisque les experts sont un maillon important du chiffrage dans le cadre du déroulement d'un sinistre. On a travaillé avec les réassureurs également, français, notamment la Caisse centrale de réassurance, qui est le principal acteur qui réassure les assureurs au titre de cette activité dommage sur les risques climatiques. On a travaillé avec un certain nombre de fédérations, notamment la Fédération des matériaux de réemploi. On a travaillé avec la Fédération française du bois, on a rencontré la CAPEB. Enfin, on a travaillé avec vraiment, de façon exhaustive, tous les acteurs ayant de près ou de loin une incidence sur l'évolution de l'assurance liée au changement climatique. Alors, il faut savoir qu'en France, on fait partie des pays européens ayant le modèle le plus structuré pour faire face aux catastrophes naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un fonds qui existe, qui s'appelle le Fonds catastrophes naturelles, qui est alimenté par une taxe qui est perçue sur les contrats d'assurance dommages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une police d'assurance habitation, prenons un exemple assez simple, pour les assurances habitation, vous allez avoir une prime qui sera une prime pure, une prime nette, qui sera une prime hors taxe, mettons de 1 000 euros. Et sur ces 1 000 euros, l'État va appliquer un taux de taxe de l'ordre de 10%. Et sur ces 10%, on a une partie de ces taxes qui vont aller alimenter le fonds catastrophe naturelle, qui sont actuellement aujourd'hui de 12%. Donc c'est 12% des 10% qui vont dans le fonds catastrophe naturelle. Donc aujourd'hui, ce fonds était en danger par son alimentation, parce que bien évidemment, globalement, quand vous avez 900 millions d'euros de collecte et que vous avez une sinistralité à 2 milliards, on voit bien qu'il y a une problématique. Donc, bien sûr, à ce moment-là, la réassurance intervient, puisque aujourd'hui, grosso modo, on a 50% de la sinistralité qui est à charge des assureurs, 50% qui est à la charge du réassureur. Néanmoins, il y avait nécessité à se plancher sur la pérennité du fonds catastrophe naturelle. Lundi 12 février à 16h27. Ça va être une messagerie de téléphone, ça. Ce qui a été fait, puisque avant le rapport rendu de Thierry Langrenier, le ministère des Finances, alors un peu de la précipitation et sans forcément avoir d'explication pour ma part, a publié un décret le 27 décembre, je crois,
décidant de passer le taux de cotisation du fonds catastrophe naturelle de 12% à 20%. Bon, avec une application au 1er janvier 2025. Donc, à mon avis, on avait un petit peu de temps devant nous pour pouvoir réfléchir à ça, mais ça a été fait très vite par Monsieur le maire. Il y a effectivement une obligation de faire évoluer le montant de versement de ce fonds. Est-ce qu'il fallait le faire le 27 décembre pour le 1er janvier de l'année suivante? Je ne suis pas sûr, mais ça, c'est un élément que je ne maîtrise pas. Donc, nous, l'idée était de dire, agents généraux d'assurance, on rencontre nos clients, on côtoie par définition toutes les compagnies d'assurance et leurs réflexes de souscription. On avait envie de faire un certain nombre de propositions qui sont aujourd'hui dans ce livre blanc au nombre de 17. Alors, dans ces 17 propositions, je ne vais pas vous les décrire toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont assez emblématiques et qui pourraient permettre d'organiser le paysage de l'assurance au travers du risque climatique. La première est notamment la création d'un observatoire des risques climatiques. Alors, vous allez me dire, un observatoire de plus. Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, cet observatoire n'existe pas. Pour que vous compreniez bien, chaque compagnie d'assurance aujourd'hui a son propre zonage, a son propre identification, a son propre système plus ou moins perfectible de géolocalisation des risques. Pour certaines, elles s'appuient sur le portail géorisque, tout simplement. D'autres ont créé des outils internes. Et on arrive à avoir des aberrations complètement grotesques de risques garantis par une compagnie, exclus par d'autres sur la même commune, à la même adresse. C'est juste incompréhensible. Et on souhaite que cet observatoire des risques climatiques soit une structure dans laquelle les compagnies viennent partager leurs informations de sinistralité, viennent partager leur expérience en matière d'indemnisation, viennent partager leur zonage, viennent partager leurs modalités d'assurance et le type de garantie qu'elles sont capables de donner. Alors, je sais que c'est une idée qui a été particulièrement identifiée par Thierry Langreney dans le cadre de son rapport, puisque ça serait au moins une voie unique sur la connaissance du territoire français en matière de zonage et en matière de répertoire des zones à risque. Parce qu'elle a noté la CCR, qui a publié aussi son rapport annuel en décembre, Absolument. Se verrait bien et pense aussi que c'est intéressant d'avoir cet élément. Je me permets d'insister aussi, c'est bien. Sur les risques, il y a presque trop de données, mais sur la sinistralité, il n'y a aucun observatoire public. C'est des données qui restent dans les compagnies d'assurance. C'est bien distinguer les deux. Beaucoup trop de données sur le risque, moins cadré. Et sur la sinistralité, par contre, là, il n'y a pas d'information. Ça reste chez les compagnies. On n'est pas complètement déconnant dans cette approche, puisque dans le cadre de la loi sur l'assurance récolte, la création du pool, aujourd'hui voulue par les pouvoirs publics, c'est un petit peu dans le même esprit. C'est-à-dire aujourd'hui, de collecter des données pour pouvoir les analyser et apporter les meilleures solutions assurantielles à nos clients. Donc sur cette partie, l'Observatoire des risques climatiques est important et il semblerait que ce soit quelque chose qui ait fait son chemin dans la tête du rapporteur. Autre élément, on aurait aimé pouvoir avoir une meilleure connaissance lors de la transmission des biens sur le marché immobilier des risques qui sont exposés aux zones climatiques. En clair, on souhaiterait pouvoir créer un indice comme le DPE, un indice de sensibilité au risque climatique lors de la cession d'un bien. Aujourd'hui, on a un document qui est rempli chez le notaire, qui est un peu un document sur l'honneur en disant je sous-signais, atteste que ma maison n'est pas située sur une zone exposée au retrait gonflement d'argile. Ça paraît un peu léger, et on aurait bien aimé caractériser un peu plus ce sujet d'exposition au risque climatique lors de la cession d'un bien. Tout simplement pourquoi? Parce que nous pensons que on ne fera évoluer l'assurance vers la transition écologique que par l'insertion d'éléments de prévention, tant au niveau de la construction qu'au niveau de la réparation des biens qui sont endommagés. Il n'y a rien de plus frustrant quand vous êtes agent général, que vous êtes amené à régler un sinistre sur une maison qui fait l'objet de fissures parce qu'il y a sécheresse. Vous allez mettre 200 000 € dans le commerce sans aucune certitude et vous vous dites, ben, dans 5 ans, si ça se trouve, on refera la même chose. Est-ce que c'est une solution pérenne? Bien sûr que non.
Est-ce que c'est une solution traumatisante pour nos clients? Bien sûr que oui. Et aujourd'hui, il faut réfléchir sur la partie prévention des risques lors de la construction d'un nouveau bien, mais également le traitement des réparations de sinistres avec peut-être des procédés qui sont un peu différents. Alors, je vous disais tout à l'heure que la France est le pays qui a organisé le mieux la partie indemnisation au travers du fonds catastrophe naturelle. Il y a d'autres pays qui ont un modèle qui existe en Europe. L'Espagne, qui a un outil qui est un outil d'État, puisque ce sont les pouvoirs publics qui prennent en charge la garantie liée aux catastrophes naturelles. La Suisse, qui a un modèle un petit peu différent, puisque la Suisse impose à tous les propriétaires une assurance minimum pour pouvoir avoir la garantie catastrophe naturelle, qui après est un montage mixte de l'alimentation du fonds entre l'État, enfin la Confédération helvétique, ou les compagnies d'assurance. Donc, il y a un certain nombre de modèles qui peuvent être regardés de près. Euh, le but étant, à travers toutes ces propositions, je vous en ai identifié deux, on en a plein d'autres, hein, et notamment une qui est la réforme du fonctionnement du fonds Barnier. Donc, vous savez que le fonds Barnier était un fonds qui était alimenté par une partie des cotisations qui étaient captées au titre du fonds catastrophe naturelle qui était reversé au fonds Barnier. Depuis 2021, ce schéma a été aboli et désormais le fonds Barnier est versé, est abondé par un versement des pouvoirs publics à hauteur de 200 millions d'euros pour pouvoir traiter le problème de la vague submersion marine et puis les sujets de prévention. Sauf qu'aujourd'hui, ce sujet, on voit bien que le fonds Barnier, la complexité d'accès aux modalités de versement sont tellement compliquées qu'il n'y a quasiment pas de saisine du fonds Barnier. Donc, on souhaite pouvoir aujourd'hui avoir une réflexion sur la mise à plat du fonds Barnier et notamment intégrer dans ce fonds la sinistralité qui est liée à l'érosion du trait de côte parce que aujourd'hui, nos clients qui sont victimes de cet énorme sinistre qui est l'érosion du trait de côte, leur maison bascule à la mer. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrat d'assurance et le fonds Barnier n'intègre pas cette garantie. Donc, on est sur des sujets d'indemnisation par les pouvoirs publics avec des sommes pharaoniques qui sont imaginées ou estimées. Et à partir de là, il faut qu'on organise un peu mieux l'indemnisation parce que derrière, il y a des familles et puis il y a des enjeux sociaux qui sont très, très, très forts. Je vous ai pas dit que ce travail était réalisé tant sur la métropole que sur les territoires d'outre-mer, parce que nous avons également une problématique très forte sur les territoires d'outre-mer, notamment avec des compagnies d'assurance qui se réduisent comme peau de chagrin en termes d'offres. Chaque fois qu'il y a un coup de vent, il y a une compagnie qui sort, donc c'est pas terrible. Et aujourd'hui, l'assurance est très compliquée aujourd'hui sur les territoires d'outre-mer. Donc on a aussi une problématique propre, et notamment l'érosion du trait de côte qui est très forte sur euh, vous avez bien compris que notre philosophie dans ce projet et dans cette analyse du livre blanc, c'est de maintenir à l'échelle du territoire français une assurabilité possible sur toutes les zones et sur tous les territoires. Aujourd'hui, il n'est pas concevable que des compagnies se retirent de certains marchés au prétexte que le département des Pyrénées-Atlantiques, il est identifié comme à risque sur tel ou tel phénomène climatique et on ferme l'offre assurantielle. Ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, tant que nous serons aujourd'hui en fonction, on sera en opposition avec ces compagnies qui, aujourd'hui, sont capables de fermer une offre assurantielle, de ne plus permettre à quelqu'un de protéger son patrimoine, sachant que dans un grand nombre de cas, pour nos concitoyens, l'investissement de leur maison, ben, c'est l'investissement de leur vie. On passe sous silence les professionnels, mais ils sont également logés à la même enseigne, puisque dès lors que la garantie de dommage, il faut avoir un atelier pour un mécanicien, s'il est dans la mauvaise zone, il se trouvera aujourd'hui avec un refus d'assurance. Et ça, ce n'est pas possible non plus. On ne peut pas laisser des gens sans couverture. Voilà globalement le projet un peu du livre blanc. Dans quel esprit on l'a rédigé. Et je suis bien évidemment à votre écoute et nous répondrons tant que faire se peut à vos questions qui, je suis sûr, seront très pertinentes. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très sobre. Y a-t-il d'ores et déjà des questions ou des interpellations? N'hésitez pas.
Alors, pour commencer, Jean-Denis. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Parfait, bonjour et merci pour la tenue de ce webinaire très instructif. Je voulais revenir sur les propos que vous avez eus à propos du risque érosion. Moi, je travaille dans un média Sud-Ouest à Bordeaux où l'érosion du trait de côte est un sujet majeur. Euh, Est-ce que vous pensez que disons, le retard pris pour l'adoption d'une formule un peu satisfaisante tient tout simplement aux sommes en jeu, au fait que on n'a pas vraiment trouvé la martingale parce que le recul, la relocalisation des biens et des services va s'avérer extrêmement onéreuse. Alors, si je ne m'abuse, Christophe Béchu avait parlé l'an passé d'un dispositif qui serait intégré à partir de 2025 à la loi de finances. Est-ce que vous êtes au courant? Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire un point de l'avancée de ce dossier? Merci. Votre question est très pertinente. Parce qu'effectivement, je pense que l'accélération du réchauffement climatique fait que l'érosion du trait de côte est en train de prendre une proportion qui n'avait peut-être pas été estimée à sa juste valeur, euh, à un tel point que l'érosion du trait de côte n'était pas prévue dans aucun des dispositifs d'indemnisation existants. Euh, on travaille sur ce dossier avec l'Association nationale des élus du littoral, qui ont effectivement la problématique que vous décrivez, c'est-à-dire demain le maintien de l'habitat et des services en cas de montée des eaux. Et je peux vous assurer que pour avoir échangé longuement avec le maire des Sables-d'Olonne ou le maire du Grau-du-Roi, ils ont une problématique très, très, très forte euh, à gérer sur effectivement le recul des territoires. Euh, Ce qui sera très compliqué quand on prend et qu'on connaît un petit peu le territoire du Grau-du-Roi, comment reculer une ville qui est au milieu d'une zone marécageuse? Ça sera très compliqué. Et là, ça fait partie des exemples où les compagnies se sont déjà désengagées, un certain nombre de garanties offertes aux habitants. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'argent à mettre dans le commerce. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est inscrit dans la loi de 2025. Une chose est sûre, c'est qu'on a énormément attiré l'attention du rapporteur du gouvernement sur ce point en disant qu'il y avait urgence à mettre en place des mesures dès maintenant parce que si on ne veut pas se retrouver confronté à une solution un peu brutale à un moment donné, il faut anticiper. Et on est à nouveau sur ce volet prévention des risques, il me semble très important. Comment on lutte aujourd'hui contre l'érosion du trait de côte? Bah, effectivement, on voit bien que tous les outils qui sont utilisés de plantation, de végétation, d'insertion de plots le long des côtes ou de blocs béton, on est sur des solutions qui sont non pérennes et qui malheureusement nous démontrent que l'océan de toute façon sera plus puissant que tout ça, hormis des travaux très importants et très lourds de construction d'ouvrages en génie civil. Mais à l'heure actuelle, c'est une problématique, je pense, qui a été complètement oubliée des réflexions. Et quand l'État va faire les comptes de ce que ça lui coûte aujourd'hui en termes d'expropriation et de coûts d'indemnisation, je pense que la question va vite se poser. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans ce dossier, on va avoir un volet aménagement du territoire qui est très important. Et où je suis un petit peu inquiet, c'est dans le rapport du commissaire Landrenet. Je ne suis pas sûr que cet objet aménagement du territoire ait été pris à sa juste mesure. Nous prenons, nous, aujourd'hui, sur l'association des sujets d'aménagement du territoire dans les travaux sur le dérèglement climatique. J'en prends pour exemple la loi Elan. La loi Elan, aujourd'hui, est un document qui nous permet d'évoluer par rapport aux constructions nouvelles, puisque désormais, au moment du permis de construire, on va vous demander de réaliser une étude de sol. Alors, étude de sol qui sera une étude de sol G2, étude de sol relativement modeste, mais qui au moins donne un peu d'informations sur la nature du sol, puisque je crois que ce sont des études qui sont faites avec des trous aléatoires et qui nous pèlent, donc on n'est quand même pas sur un procédé très technique.
Moi, ce qui me chagrine, c'est le moment où on fait l'étude de sol. Est-ce que cette étude de sol ne serait pas plus pertinente au moment de la transmission du bien, c'est-à-dire au moment de l'achat du terrain? Parce que vous avez acheté un terrain, là, vous avez effectivement une déclaration notariale un peu légère, et le seul moment où vous allez commencer à faire un peu un diagnostic de votre terrain, c'est au moment du dépôt de permis de construire. Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que c'est le bon moment? Il ne me semble pas. Donc sur ce point, la loi Elan, à mon avis, doit évoluer, au même titre que toutes les communes qui sont quelque peu à risque devraient avoir un PPRI. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous savez que pour pouvoir prétendre à l'indemnisation dans le cadre de la loi Barnier, il faut un PPRI. Les communes qui n'ont pas de PPRI sont exclues du périmètre de la loi Barnier. Donc, vous voyez, il y a un sujet aménagement du territoire très fort et qu'il faut surtout ne pas négliger parce que je pense que là, des investissements en termes de prévention sont plus que nécessaires sur un certain nombre de communes, notamment les communes du littoral. Merci. Une question de Laure Bergala. Oui, bonjour. Laure Bergala pour la rue de l'assurance. Je voulais revenir sur la mission Langrenay. Je n'ai pas très bien compris quand exactement le rapport avait été remis. Et est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui aurait été retenu de vos propositions concernant la mutualisation des données? Pas de scoop, hein, vous Alors, inquiétez pas. ravi de vous entendre. J'ai aucune réponse à vos deux questions. Alors, la seule chose que je sais, c'est que le rapport a été rendu fin décembre au ministre. Il devait être rendu public mi-janvier. Bon, apparemment, il y a eu quelques perturbations en matière de fonctionnement au sein des pouvoirs publics, puisque avec un remaniement. Il devait être rendu dans les tout derniers jours de février. Je ne sais pas si on tiendra le délai. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais rien. On a essayé d'interroger un peu le Trésor qui n'a pas complètement pu nous répondre. Voilà, on est dans l'expectative comme vous. Je sais que Thierry Langrenay avait énormément apprécié l'esprit de l'Observatoire. Le document attestant d'un diagnostic de sensibilité au risque climatique en cas de cession de biens était intéressant aussi pour lui. Euh, on a un volet qui est l'expertise, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on a un maillon très important dans l'expertise. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas creuser un peu le sujet pour rendre les experts un peu plus performants sur leur mission en termes de compétences? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur une marge de progrès assez forte. Voilà, mais je n'ai pas d'autres éléments, hormis le fait que le rapport a dû être rendu le 22 ou le 23 décembre au ministre et que depuis, c'est silence radio. Question de Julien Le Provost. Bonjour, Julien Le Provost, Good Planet Mag. J'avais une question quand vous parlez de montant de risque d'insurabilité, ça concerne uniquement les biens des particuliers ou ça recoupe aussi les activités économiques, les entreprises et les activités agricoles? Bon, ça concerne effectivement, vous avez raison, l'assurabilité des risques est liée aux biens des particuliers, aux biens des professionnels, mais également au risque agricole, puisque en parallèle, vous savez qu'il y a eu une loi qui a été votée sur la mise en place de la multirisque récolte, qui galère, qui misère pour arriver à prendre son envol, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont à la charge des compagnies d'assurance, qui actuellement ne sont pas capables forcément de se mettre d'accord entre elles pour pouvoir promouvoir et le pool d'assureurs et le guichet unique. C'est un peu compliqué. Mais bien sûr que ça s'applique aussi aux professionnels. Il y a tout un volet dans nos travaux qui ont été rendus sur notamment les panneaux photovoltaïques. Ça, c'est un super sujet. Parce qu'aujourd'hui, le Code de l'urbanisme a été modifié en juillet 2023 pour contraindre toute construction nouvelle à avoir un tiers de sa surface de toiture, dès lors que le bâtiment fait plus de 500 mètres carrés, en panneaux photovoltaïques. Moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. Le seul problème, c'est que dans ces travaux, les assureurs n'ont pas été forcément associés. Et aujourd'hui, on a des compagnies d'assurance qui traînent les pieds pour assurer et les installateurs de panneaux photovoltaïques et les ouvrages sur lesquels sont apposés les panneaux photovoltaïques au titre du risque incendie aggravé. Donc, on a des choses un peu incohérentes dans notre beau pays parce que on fait la promotion de certaines technologies, mais derrière, on n'est pas capable de mettre en œuvre. L'autre exemple que je vous citais tout à l'heure, les compagnies font aujourd'hui la publicité sur les pièces de réemploi en automobile. Ça paraît plutôt intéressant pour essayer de diminuer l'empreinte carbone de cette réparation automobile.
Par contre, aujourd'hui, vous savez s'est créé une fédération des matériaux de réemploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez acheter des poutrelles béton dans un bâtiment qui va être démonté en Isère et vous allez les réutiliser après avoir été contrôlés dans un bâtiment qui sera construit en Normandie. Ben aujourd'hui, ce dispositif-là ne permet plus à celui qui va installer ces poutrelles béton de bénéficier d'une garantie décennale, puisque ce ne sont plus des travaux techniques courants qui sont hors du champ de la garantie décennale en France. C'est une énorme inquiétude aujourd'hui que l'on a, parce qu'on fait beaucoup de promotions sur les matériaux de réemploi. Quand on change une porte d'entrée, on pourrait se dire que le passage hors garantie décennale n'est pas très grave. Quand vous avez des poutrelles béton de structure et qui ne sont pas garanties par la décennale, parce qu'aujourd'hui, l'agence qualité construction ne reconnaît pas ces installations comme des procédés de technique courante et prive l'installateur et le maître d'ouvrage de la garantie décennale, ça nous inquiète beaucoup. Donc là aussi, on a un sujet qu'on a sollicité auprès du rapporteur du gouvernement pour qu'on puisse agréer très vite des matériaux de réemploi et pouvoir continuer à donner une garantie décennale. Une question de Martine Lebec. Bonjour, Martine Lebec, vous m'entendez pour le magazine H2O? Oui. Je travaille aussi à l'Académie des technologies au pôle environnement et impact des changements climatiques et je ne suis pas experte de l'assurance. Ma première question, c'était de savoir si on peut imaginer, notamment pour le trait de côte, la mise en place d'un fonds qui serait financé par les plus-values immobilières sur les opérations immobilières qui sont toujours réalisées. Il y a eu récemment une thèse de doctorat soutenue par une doctorante de Brest, Madame Cazot, qui a constaté qu'en dépit des risques, la pression immobilière se maintenait avec une augmentation significative des prix sur le littoral, indépendamment des menaces. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un fonds, style fonds Barnier, ou je ne sais pas, mais qui serait abondé par les plus-values immobilières? Une deuxième question, mais Monsieur le Provost a déjà traité la chose, c'était pour les PME. J'ai travaillé sur le risque d'inondation de crues en Île-de-France. Un des grands risques, enfin une des menaces, ce serait peut-être tous les petits ateliers d'artisans, peintres, tout ça, qui pourraient avoir des dégâts et donc se répercuter avec des dommages sur l'environnement du fait d'une crue. Donc, est-ce qu'il y a moyen de prendre ça en compte? Et je voulais savoir aussi, mais ça, je pense que c'est peut-être pas dans votre champ, est-ce que vous travaillez sur ce qu'on appelle le risque NATEC, c'est des accidents technologiques causés par une catastrophe naturelle. Donc, c'est à plus grande échelle pour les industries. Merci. Je vous en prie, madame. Euh, Concernant un fonds alimenté par les plus-values immobilières des communes littorales où effectivement le marché de l'immobilier est loin d'être en baisse, pourquoi pas? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve un moyen d'alimenter le fonds Barnier. Aujourd'hui, le fonds Barnier, c'est un outil qui est structurellement intéressant pour l'indemnisation de ces dommages qui pourraient être survenus, qui pourraient survenir sur les traits de côte. Après, j'ai pas d'avis sur la notion de percevoir une partie des plus-values réalisées sur des biens immobiliers. C'est vrai en montagne aussi. On a aujourd'hui des stations qui ont le vent en poupe sur la partie immobilière. C'est une piste. Est-ce qu'elle peut être recevable? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir se poser la question de l'alimentation du fonds Barnier, parce que les 200 millions mis par l'État sont loin de suffire, sachant qu'il faut déjà obtenir que l'érosion du trait de côte rentre dans le périmètre du fonds Barnier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, déjà, ça nécessite de réfléchir sur le périmètre d'action du fonds Barnier. Et pour nous, la première des choses, c'est de pouvoir faire rentrer l'érosion du trait de côte dans le cadre du fonds Barnier. Et après, effectivement, on peut se poser la question de l'alimentation. Votre deuxième question concernant les professionnels, oui, bien sûr, nos travaux prennent en compte la partie professionnelle, parce que non seulement il y a la reconstitution du bien, il y a également la notion de perte d'exploitation, puisque quand un bien immobilier professionnel est détruit ou endommagé, on voit aujourd'hui comment ça se passe dans les Hauts-de-France. Vous avez des artisans, effectivement, qui ont des petits ateliers où vous avez eu un mètre de flotte, les bâtiments sont endommagés, les machines sont endommagées,
Et avant de pouvoir remettre en fonction l'activité, le client subit une perte d'exploitation. Donc, ces pertes d'exploitation, il faut juste s'assurer de la pérennité de la garantie à travers les garanties qui sont données dans le cadre du fonds catastrophe naturelle, ce qui n'est pas le cas dans toutes les compagnies françaises aujourd'hui. Et puis, il faut sensibiliser aussi les clients au fait de dire que il faut souscrire la garantie de perte d'exploitation, ce qui n'est pas forcément un réflexe, mais qui est une garantie importante aujourd'hui, puisque c'est l'assurance vie d'entreprise, à une condition, c'est que lorsqu'il y a un sinistre relevant du fonds catastrophe naturelle, la perte d'exploitation puisse se déclencher. La perte d'exploitation, ça peut être aussi une perte sans dommage. Vous pouvez avoir une route qui est inondée, qui empêche les clients de venir sur un site professionnel. Ça s'appelle l'impropriété à l'accessibilité. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez plus accéder à votre local, vous n'avez pas de dommages, mais vous avez quand même une perte d'exploitation. Donc, vous voyez qu'il y a des conséquences. Vous avez l'exemple d'un restaurant. Hein. Un restaurant aujourd'hui dont la route est barrée parce qu'elle est inondée, on ne peut pas accéder. Il n'y a pas de client, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il y a une perte d'exploitation, mais le client, lui, n'a pas de dommages. Donc, dans ce cas-là, c'est une perte d'exploitation sans dommage qu'il faut pouvoir être capable d'indemniser auprès d'un assuré. Et puis la partie sur les risques technologiques, là, effectivement, ce n'est pas dans le périmètre d'action sur lequel on a travaillé. Il y a un fonds, d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui existe à la suite, je crois, du sinistre ADF, qui avait été constitué par le fonds Bachelot, je crois. Mais sur ce point-là, on n'a pas travaillé, il n'entre pas dans le périmètre de l'assurabilité des risques qui a été identifié par le gouvernement. Merci. Une question de Dominique Martin-Ferrari maintenant. Oui, vous m'entendez? Voilà. Bon, Dominique Martin-Ferrari, donc à Montpellier, Divergence FM et en métamorphose. Je voudrais avoir, c'est une question un peu naïve, mais nous voyons ici sur le littoral Languedoc-Roussillon, aujourd'hui, un certain nombre d'élus connaissant, très informés sur les risques à venir de l'érosion du trait de côte, qui continuent à imaginer des constructions. Alors, soit des constructions de digues qui ont prouvé qu'elles ne servaient à rien, soit des constructions de lotissements. Est-ce que dans un cadre quelconque, vous faites savoir à ces élus que quelque part l'assurance va se retirer ou va être de moins en moins possible? On nous dit au niveau des institutions que les assureurs ne voudront plus assurer. Est-ce vrai? Et comment vous parlez-vous de réalimenter le fonds Barnier? Mais quand on voit des élus, vous avez cité le Grau-du-Roi, qui continuent à vouloir construire, alors qu'on sait que, par ailleurs, pour le Languedoc-Roussillon, l'arrière littoral est impossible et que les solutions de repli ne seront très difficiles, comment envisagez-vous les choses? C'est une excellente question, sachant que vous êtes effectivement dans une région qui est déjà dans la cible des compagnies d'assurance, puisque sans trahir de secret, aujourd'hui, la région de Perpignan fait partie des zones noires identifiées par déjà quelques compagnies ne souhaitant plus faire d'assurance habitation, ce qui est assez dramatique pour nos concitoyens. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'aménagement du territoire, effectivement, il y a forcément, il va falloir légiférer. Et je pense que là, on ne peut pas effectivement décemment laisser un élu dire je vais développer une zone résidentielle parce que 2 kilomètres en amont, j'ai construit une pseudo-digue. Ça, je pense que là-dessus, il va falloir être très prudent sur ce genre de décision. Vous savez, on a une problématique aujourd'hui organisationnelle en France. On veut beaucoup centraliser les choses. Et moi, je suis très dubitatif sur l'impact des communautés d'agglomération. Quand vous avez un maire d'une commune rurale qui connaît son territoire, qui connaît les risques liés à l'histoire de son territoire et qui gère l'urbanisme, globalement, on évite pas mal d'erreurs.
Quand aujourd'hui on centralise la gestion des permis de construire par une compétence transférée au sein d'une communauté d'agglomération qui est à 50, 60 ou 70 kilomètres de la zone où on va construire l'habitation, sans aucune connaissance des risques historiques, je pense que là, on a une problématique forte. Après, aujourd'hui, un grand nombre de communes ont fait le choix de transférer leurs compétences de délivrance des permis de construire à des comités d'agglo, parce que les services instructeurs sont plus performants, ils sont plus nombreux, et c'est plus facile de se dire, quand je suis maire, mais c'est pas moi qui ai refusé le permis, c'est l'agglo. J'ai été maire, et je peux vous en parler en connaissance de cause. Concernant ce sujet, on n'a pas évoqué dans la présentation les travaux qui sont faits en parallèle concernant le rapport Langrenay. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sénat s'est saisi, à travers une mission qui est confiée à la sénatrice Christine Lavarde, d'une mission également sur la gestion du Fonds de catastrophe naturelle. Cette mission est confiée au Sénat via le biais de la Commission des finances. Donc on va parler d'argent. Il y a une mission également qui est confiée au sénateur Husson sur l'assurabilité des collectivités territoriales, en parallèle à la mission qui est confiée par le biais du ministère des Finances à l'ancien patron de Groupama, M. Pagès, et au maire de Vesoul, M. Chrétien, qui doivent aussi travailler sur l'assurabilité des collectivités territoriales. Je pense que ce sujet, il est loin d'être derrière nous. Et la partie aménagement du territoire va prendre tout son sens quand on va commencer à parler de la partie assurance des collectivités territoriales. Sachant que le but, et nous ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est œuvrer pour qu'il n'y ait pas de zone qui ne soit pas couverte par une offre assurantielle sur le territoire français. Ça sera compliqué parce qu'effectivement, certaines compagnies ont déjà décidé de se retirer, mais en contrepartie, certains élus ne font pas l'effort de mettre en place les outils de prévention qui devraient pouvoir être mis en place dans la construction de zones résidentielles. Donc là, je pense qu'il y a un équilibre et beaucoup de bon sens à retrouver dans le pilotage de ce dossier. Mais je vous rejoins sur les travaux qui seront forcément nécessaires en matière de prévention et notamment en bordure de littoral. Vous parliez, Pascal Chaplon, de zones ou de régions d'où les assureurs commencent à se retirer. Est-ce qu'on peut faire une liste des zones ou des régions qui sont aujourd'hui les plus à risque, en tout cas pour les assureurs et les réassureurs? Alors, je vous dirais bien que c'est comme si on essayait d'ouvrir une boîte noire. Les compagnies ne sont pas très loquaces sur le sujet. Nous, on le découvre au fur et à mesure de l'expérience de nos adhérents. Alors, on a des zones qui sont exclues d'assurance pour des motifs différents. Le Languedoc aujourd'hui, le littoral languedocien, effectivement, fait partie des zones où déjà un certain nombre de compagnies se sont retirées. Mais d'autres se retirent de façon beaucoup plus ciblée sur des zones qui sont des zones inondables ou sur des zones qui ont été des zones avec un certain nombre de sinistres sécheresse au cours des dernières années. Donc, je n'ai pas aujourd'hui de liste et c'est bien pour ça que je fais la promotion de cet observatoire des risques climatiques pour qu'on puisse être capable d'identifier à l'échelle de notre territoire des zonages qui soient cohérents. On a fait un exemple, on a fait un test dans le cadre de notre livre blanc. On a pris un risque identifié à une adresse donnée, sur une commune donnée, avec un numéro de rue. On l'a présenté à 5 compagnies d'assurance. Sur ces 5 compagnies, 2 assuraient, 3 refusaient, mais pas pour les mêmes motifs. Donc, c'est juste pas possible. À l'échelle du territoire français, ce n'est pas possible. Il faut trouver un moyen de moraliser cette souscription. Sachant que les compagnies d'assurance ont aujourd'hui des systèmes d'information géographique couplés aux cartographies des risques qui permettent finalement de cibler extrêmement précisément, voire à l'adresse près, si j'ai bien compris, les zones ou les territoires qui ne sont plus assurables selon leurs critères. Non, mais c'est pas normal qu'une compagnie d'assurance dise aujourd'hui à l'adresse X, je n'assure pas parce que c'est un risque inondation, ou je n'assure pas parce que c'est un risque de présence d'argile. Ouais. Il faut qu'on arrive à être un peu plus fin, sachant, je vous dis que nombreuses compagnies ont fait également
la promotion de leur propre système de géolocalisation. Sur quelle base elles se sont appuyées, quelles sont les données qui ont été collectées, je n'en sais rien. Le seul outil aujourd'hui qu'on connaît, c'est Géoportail, Géorisque. Avec Géorisque, on a effectivement une cartographie. Encore faut-il que la cartographie soit mise à jour régulièrement, parce que le BRGM publie des mises à jour très régulières, notamment sur les zones de lentilles d'argile. Y a-t-il d'autres questions? On Il y a moins de volontaires que précédemment. n'a pas parlé de la forêt. On n'a pas parlé de la forêt. Dieu sait si c'est un risque important. C'est un risque qui me caractérise aussi. Ancien ingénieur agronome, vous savez, il y a des choses qui sont plus que d'autres. La forêt, c'est un sujet aussi que l'on a identifié sur l'indemnisation, sur la prévention. Et on a rencontré un sénateur, qui s'appelle sénateur Bacci, qui a aujourd'hui en charge ce dossier au Sénat sur l'assurabilité de la forêt. Et on essaie de travailler avec les compagnies d'assurance pour trouver des solutions assurantielles en matière d'assurance forêt. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de compagnies se sont retirées, parce que c'est un marché de niche, plutôt. Et globalement, il n'y a plus que deux acteurs sur le marché. Il y a Pacifica et Groupama, avec des prix relativement onéreux, et des garanties qui ne sont pas forcément géniales en termes d'indemnisation. Sachant que quand on travaille la forêt, on ne travaille pas à l'échelle humaine. Le calendaire, on n'est pas le temps de la forêt. Et l'aspect patrimonial est important. Et l'aspect, bien sûr, lié au terme de la biodiversité est également important. Donc, on a aussi ce volet dans lequel on a identifié un certain nombre de propositions qu'on a pu faire au gouvernement. L'assurance des forêts porte essentiellement, j'imagine, sur les forêts privées, pas sur les forêts de l'État ou les forêts domaniales. Non, mais on sait qu'aujourd'hui, la forêt privée, elle représente 70% de la forêt en France. Et vous pourriez nous rappeler vos principales propositions pour relancer l'assurabilité des forêts? C'est déjà de pouvoir assortir une accessibilité à l'offre assurantielle à travers des investissements de prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débroussaillement devrait pouvoir permettre d'accéder à de l'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut conditionner les travaux de prévention d'entretien à l'accessibilité au contrat d'assurance, y compris avec une prime revue à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la majorité des sinistres aujourd'hui forêt sont essentiellement liés très souvent par un manque d'entretien. Alors en fonction de ça, quand je dis ça, vous pouvez bien sûr me contredire parce que la forêt en France, c'est pas une unité écologique unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la forêt méditerranéenne qui va être complètement différente de la forêt landaise et complètement différente de la forêt des grandes forêts de l'Est de la France. Donc là aussi, on doit travailler. Alors, on a lancé une concertation avec le CNPF, avec qui on est en train d'essayer d'écrire un cahier des charges relevant les attentes des propriétaires forestiers. Qu'est-ce qu'ils attendent en matière d'indemnisation forêt? Est-ce qu'on indemnise le patrimoine? Est-ce qu'on indemnise la valeur commerciale de la forêt? Puisque quand on fait de l'exploitation, on a des recettes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur cette approche? Enfin, voilà, on est en collaboration avec le CNPF et le sénateur Bacci sur ce dossier, sachant que il n'a pas été audité par le rapporteur Langrenay. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était un dossier important que vous aviez dans la notion d'assurabilité rendue au gouvernement. Une question, je crois, de Julien Le Provost. Oui, rebonjour. Vous parlez beaucoup de prévention et qu'est-ce que vous mettez derrière la prévention concrètement? Parce que quand on parle de changement climatique, il y a l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation. Et voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière la prévention? Est-ce que le fait de mettre en place des mesures de prévention au niveau individuel peut être une condition pour garantir l'assurabilité face aux risques? Vous avez cité plutôt l'exemple des panneaux solaires, par exemple. Alors, quand on est assureur, la prévention, c'est ce qu'on fait en amont du sinistre. Donc aujourd'hui, je peux faire de la prévention dans la construction de ma maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux aller chercher des modes de construction à travers notamment des matériaux biosourcés, à travers la pose des panneaux photovoltaïques, à travers la profondeur de mes fondations, à travers la nature de mes fondations. Donc ça, aujourd'hui, on est dans une construction qui va limiter l'impact de sinistrabilité du risque par rapport à des travaux de prévention.
Alors, c'est facile sur des constructions nouvelles, c'est plus difficile sur le bâti existant. Et sur le bâti existant, on souhaite que lorsqu'il y a un sinistre, on mette en place des mesures de mise en conformité par rapport à la loi sur la transition écologique pour pouvoir peut-être réparer une maison ou la reconstruire de façon différente par rapport à l'existant. Et ça pose une question, puisque aujourd'hui, les contrats d'assurance sont très souvent faits à matériaux, la reconstruction est faite à matériaux et architecture identiques. Et là, il faut peut-être qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce que ça ne serait pas intéressant, plutôt que de mettre du placo-plâtre dans une maison, de pouvoir faire une isolation avec du béton de chanvre, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une toiture deux pans, est-ce que je ne pourrais pas mettre une toiture terrasse avec une toiture végétalisée? Tous ces sujets-là aujourd'hui sont sur la table en matière de réparation. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec les experts sur ce dossier. Mais effectivement, la prévention, pour moi, euh, alors il y a deux volets. C'est où elle conditionne l'accès à l'assurance, dès lors que j'ai pu la mettre en place. Mais sur le patrimoine existant, ça sera très compliqué. Moi, je verrais plus le fait de dire, je fais de la prévention et ça me donne un avantage tarifaire sur ma cotisation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers le risque industriel. Quand dans une usine, l'industriel prend soin de vérifier ses installations électriques, de mettre en place des systèmes de protection incendie conformes, qui met une alarme incendie, qui va mettre en place des bacs de rétention sur les produits inflammables. Là, aujourd'hui, ça a un impact tarifaire à la baisse sur sa prime d'assurance. Et c'est dans cet esprit-là, plutôt que je vois, moi, le côté prévention. Une question de Laure Bergala, je crois. Oui, je me permets de revenir sur l'Observatoire des risques climatiques. Du coup, pour un peu continuer ma question de tout à l'heure, j'ai pas très bien compris quand vous avez dit que l'idée avait été identifiée par Thierry Langrenay dans le cadre de son rapport d'une voie unique sur la connaissance du territoire en matière de zonage et de connaissance des territoires à risque. Donc, ça veut dire il a dit qu'il voulait proposer cela ou... Moi, je l'ai J'ai pas rencontré. compris votre formulation, excusez-moi. Je l'ai rencontré à deux reprises. Quand on lui a présenté cette proposition, il a trouvé qu'elle était excellente et qu'il pouvait la reprendre à son compte. Est-ce qu'il l'a reprise à son compte aujourd'hui? Je n'en sais rien. D'accord. Et alors, je me permets une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de la Maïf, hein, que la Maïf a faite, donc la mission Langrenay, comme quoi, selon eux, chaque assureur pourrait prendre sa part de marché du climatique, enfin, proportionnée à sa part de marché sur chaque territoire? Alors, la Maïf milite pour la création d'un pool. Je ne sais pas ce qu'on met derrière un pool. Effectivement, on pourrait imaginer qu'il y ait une mutualisation des risques de catastrophes naturelles à travers un pool dans lequel les assureurs apporteront leur contribution. On voit bien la difficulté aujourd'hui que l'on a pour mettre en place ce pool à travers l'assurance récolte, avec un nombre d'acteurs beaucoup moins important que sur l'assurance dommage. Donc, sur l'esprit, je trouve que c'est une bonne idée. Sur la réalisation, à mon avis, c'est très compliqué. Y a-t-il d'autres questions? Sachant que j'ai plein de mains levées, mais je crois que ce sont des mains qui ont oublié d'être Alors, rabaissées. j'en aurais peut-être une dernière rapide. Oui, oui. Concernant le zonage que vous préconisez, donc qui soit le même pour tout le monde, du coup, il serait réalisé comment, en fait, à partir de quelles données? Alors, si vous voulez, la création d'un zonage, si on peut appeler unique, je ne sais pas si c'est unique, parce que ce zonage, il est un peu complexe à mettre en place, mais aujourd'hui, on agglomère des données. Tout le monde a des données qui ne sont pas agglomérées. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir peut-être, alors sous contrôle de la Caisse centrale de réassurance, par exemple, agglomérer ces données et identifier un zonage qu'on aurait enrichi de données scientifiques vérifiées et fiables. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez une compagnie d'assurance qui décide de faire son propre zonage, quelles sont ses bases de travail? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, de créer des structures de répertoire de zones? Peut-être. Mais encore une fois, si c'est un zonage qui est décidé à la construction pour exclure des zones d'assurance, ça ne m'intéresse pas. Bon, aujourd'hui, je veux un zonage qui soit pragmatique et qui permette de dire, là réellement, dans cette commune, j'ai un rôle, j'ai un sinistre potentiel lié à l'inondation, et pas qu'on me brandisse des sinistres potentiels à l'érosion du sol ou à la présence d'argile, si ce n'est pas le cas. Ça, aujourd'hui, on a beaucoup d'ambiguïté sur ce sujet. Donc, on agrège des données,
c'est très facile à faire, hein. On l'a déjà fait à travers beaucoup d'autres structures. On est capable de créer cet outil qui après sera utilisé par les compagnies d'assurance en laissant bien sûr le libre cours à la concurrence. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais qu'au moins la base de travail soit la même et que chaque actuaire de chaque compagnie d'assurance ne fasse pas son propre dommage. En quoi les outils existants, vous parliez tout à l'heure de géorisque et géoportail, sont insuffisants pour réaliser ces zonages, des zonages officiels qui seraient reconnus par tous? Je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on regarde la publication des arrêtés catastrophes naturelles, on a un rythme communal qui est énorme. Si vous avez jeté un petit coup d'œil dans le livre blanc, vous verrez que à l'échelle de la France, quel que soit le type d'arrêté CatNat qu'on prenne, 100% du territoire français est exposé aujourd'hui à un arrêté CatNat. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait un outil qui soit quasiment alimenté en temps réel. Géorisque aujourd'hui, je pense travaille beaucoup avec le BRGM, mais je ne sais pas quelle est la fréquence de mise à jour des zones, parce qu'on voit quand même que dans certaines zones, on a survenance d'un certain nombre d'événements. Si vous prenez l'exemple des départements du côté de La Rochelle qui ont été victimes d'un séisme, bah, regardez aujourd'hui Géorisque, vous verrez que on a des communes sinistrées au titre d'un fonds monétaire qui ne sont pas aujourd'hui actualisées. Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'un tremblement de terre s'est passé en 2023 qu'il se reproduira l'année prochaine ou l'année suivante. Je ne dis pas ça, mais je dis simplement que si on veut être un peu plus fin en matière d'analyse et de protocole assurantiel sur des zones identifiées, il faut qu'on ait des outils qui soient avec une puissance d'actualisation très forte. Et là, je pense que si on peut mutualiser des données de compagnies d'assurance, vous avez des compagnies aujourd'hui qui sont très exposées. La mutuelle de Poitiers, par exemple, a une connaissance des sinistres en façade ouest beaucoup plus grande que d'autres compagnies parce que la concentration de leurs clients est dans cette zone. Donc, le fait de pouvoir analyser et d'agréger la sinistralité de certaines compagnies, ça nous permettrait aujourd'hui d'affiner, à mon avis, ce zonage, vérifié, bien sûr, par que ce soit le BRGM ou d'autres structures qui sont capables de nous apporter des données. Alors, mon système de zonage me laisse à penser que Jean-Denis Renard a une question à vous poser. Est-ce bien le cas? Non, désolé, j'avais dû laisser la main levée. Mes excuses. Tout va bien. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou propositions? Oui, rebonjour Julien Le Provost encore. Tout à l'heure, vous aviez cité l'exemple de reconstruire de façon différente avec des nouveaux matériaux en cas de sinistre. Est-ce que par exemple, ça pourrait s'appliquer à d'autres choses, type si les personnes sont sinistrées sur leur véhicule, leur proposer systématiquement un véhicule électrique ou hybride qui aura un impact moindre sur le climat? Alors, aujourd'hui, dans la construction des contrats d'assurance, c'est le remplacement du bien à l'identique. Et là, je pense qu'il y a effectivement une opportunité de réflexion, mais ça, je ne peux pas la mener tout seul, cette réflexion. Il faut que les assureurs soient associés à cette construction de contrat. Il est clair qu'aujourd'hui, on pourrait bien évidemment, lors d'un sinistre, proposer des solutions de mise en conformité ou d'actualisation du type de construction sans aucun problème. Il faut encore une fois, je vous rappelle que le contrat d'assurance, c'est un contrat qui relève du code des assurances et qu'on est enfermé dans une réglementation assez stricte. Il faut faire évoluer. Et moi, ça, j'y suis complètement favorable. Au même titre qu'aujourd'hui, dans de très nombreuses compagnies, on vous demande de reconstruire à l'adresse du risque. Si aujourd'hui, votre zone, elle est complètement catastrophique et définitivement plus constructible, vous avez l'exemple, encore une fois, de Hauts-de-France en ce moment, où des maisons vont être expropriées parce qu'elles ne seront plus habitables. Là, aujourd'hui, un contrat d'assurance, tel qu'il est construit, ne vous permet pas de pouvoir reconstruire à une autre adresse que l'adresse du risque que vous avez souscrit. Donc là, il y a des choses à faire évoluer. Et bien sûr, dans le type de construction, on pourrait l'imaginer. Alors, sur les voitures, réparer une voiture thermique pour la remplacer par une voiture électrique, je pense qu'on est au-delà du contrat d'assurance, c'est-à-dire au-delà de la remise en état du bien. Questions diverses.
Yves? Ah, on ne t'entend pas. Alors, je passe la parole à Jean-Denis Renard en attendant. Oui, j'ai effectivement une question finalement, merci. À propos du risque inondation comme submersion, il y a un point que je souhaiterais élucider parce que en fait, j'ai quelques précédents où je n'arrive jamais à avoir une réponse claire. Vous avez des inondations maintenant et des risques submersion qui sont récurrents dans certaines zones. Est-ce que, par exemple, on fait partie finalement de l'obligation qui incombe, enfin de l'obligation née du contrat? Vous avez une inondation au rez-de-chaussée, eh bien, quand vous allez réaménager le bien, les prises de courant seront en hauteur. Est-ce que c'est une obligation aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement la compagnie d'assurance ou l'agent d'assurance qui le prescrit? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain dans ce genre de cas? Alors là, on s'expose tout simplement à la mise en conformité au moment du sinistre. C'est-à-dire que si la réglementation a changé au moment du sinistre, effectivement, il y a des préconisations de sécurité qui sont proposées. Alors, euh, dans une zone inondable, effectivement, en sous-sol, je crois que la réglementation impose des prises de courant à une hauteur de X 1 mètre et des poussières. Il y a un texte légal hein, de réglementation sur ces sujets-là. La compagnie d'assurance, elle est tenue de remettre le client en situation de conformité, de reconstruction du bien ou de réparation du bien au moment de la date du sinistre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez construire votre maison en 2000. En 2000, il n'y avait peut-être pas cette règle en matière de hauteur de prise. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes, et Dieu sait si on en parle aujourd'hui des normes et des contraintes liées aux normes que l'on a dans notre beau pays. Ce sont simplement les mises en conformité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expert, il est tenu, lorsqu'il va faire son chiffrage et son analyse de la préparation, de proposer la mise en place de l'application, de la conformité, de la reconstruction du bien par rapport à la date du sinistre. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais il est Si, important. si, merci, oui. Ma maison, j'ai pu la construire il y a 30 ans. Les règles de construction il y a 30 ans étaient différentes de celles qui sont en vigueur aujourd'hui. Vous avez le problème sur le chauffage, vous avez le problème sur la ventilation, vous avez le problème sur la pente du toit. Entre-temps, vous pouvez avoir une maison qui est reconstruite dans une zone où le plan local d'urbanisme a été refait. Donc, vous aviez une toiture à n'importe quoi, avec une pente à 30 degrés. Bah, aujourd'hui, le PLU va peut-être prévoir autre chose qu'une pente de toit à 30 degrés. Donc là, vous êtes obligé vous êtes tenu, si vous redéposez un plan de construire, de respecter les obligations d'urbanisme. Alors, je crois qu'Yves nous a quittés. Y a-t-il d'autres questions, sachant que ça risque d'être les dernières de ce webinaire? Julien Le Provost, une fois de plus. Oui, une dernière question. Vous aviez ouvert en parlant de fait que la France avait un statut un peu à part au niveau de la prise en compte du risque et des assurances et en parlant aussi de l'intervention de l'État, des commissions diverses et variées. Est-ce que l'Europe aurait un rôle à jouer dans le renforcement de la prise en compte du risque assurantiel face au changement climatique, étant donné en plus toutes les ambitions affichées et le fait que l'Europe drive un peu les ambitions climatiques des États, dont la France? Oui, aujourd'hui, on est quand même dans un schéma assez intéressant que l'inondation s'arrête à la frontière de la franco-belge, alors que c'est plus compliqué que ça. Historiquement, on est sur des dispositifs nationaux. L'Europe a des prémices de réflexion, pas encore sur l'assurance, mais sur des politiques de prévention notamment sur le bassin rhénan. On en parle beaucoup, Allemagne, Pays-Bas et autres. On est plus sur les enjeux de prévention, de planification globaux. On n'a pas encore identifié, nous on le pousse, d'avoir une réflexion assurantielle. Mais c'est quand même très compliqué parce que les dispositifs d'assurance sont vraiment très nationaux. On fait intervenir le droit de l'urbanisme, c'est pas le même en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne, les problèmes de droit de la responsabilité, etc. Donc, il y a des prémices de réflexion. On n'est pas du tout encore au niveau assurantiel. Les seules choses qui existent, c'est au niveau de l'agence européenne qui supervise les compagnies d'assurance, leur a demandé de réfléchir dans des projections financières en disant s'il y a une catastrophe majeure, est-ce que vous avez les reins assez solides?
mais c'est plutôt une obligation de faire des modèles de prévision pour savoir s'ils ont assez d'actifs financiers. Il n'y a rien au niveau assurantiel, au niveau européen, qui est engagé aujourd'hui du fait qu'on est sur des marchés et des sous-jacents nationaux. Oui, en clair, on essaie de faire des crash tests aux compagnies d'assurance pour savoir si elles ont la solidité pour faire face à un fonds de catastrophe naturelle européen. Ça serait loin d'être possible, semble-t-il. Encore une fois, la problématique, elle va être très compliquée d'un pays à l'autre. Alors déjà, le contexte assurantiel, puisqu'on voit bien que l'assurance, en termes de souscription, n'est pas du tout perçue de la même façon. Je vous parlais tout à l'heure du modèle suisse, où aujourd'hui, il y a une obligation d'assurance pour les propriétaires, avec un socle, le minima du minima, c'est-à-dire c'est l'assurance incendie et responsabilité civile, qui donne droit à l'accès au fonds de catastrophe naturelle. Le reste, ce sont que des options. Aujourd'hui, en France, on n'est pas dans ce schéma-là. Ce schéma-là, aujourd'hui, c'est de mettre un maximum de gadgets dans tous les contrats d'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée parce qu'on ne se concentre pas sur la nature essentielle de la prime, sur le gros risque? Donc là, il y a peut-être des choses aussi à réfléchir. Quand on voit les inondations qu'il y a eu dans le nord de l'Allemagne, ce que vous disait, ce sont les lenders qui ont pourvu, dans certains cas, à une indemnisation. Donc, il n'y a pas de régime en place. En Espagne, c'est l'État qui dit je mets tant dans le fonds de catastrophe naturelle, au-delà de ce fonds, il n'y a plus d'argent. Donc, on voit bien que les modèles et l'appréciation des risques est différente, mais je suis sûr que la confrontation à l'heure actuelle sur l'évolution du risque climatique va pousser la réflexion. Et je suis persuadé qu'en Europe, une réflexion s'ouvrira très vite sur le fonds de catastrophe naturelle européen. Ça, je me suis persuadé. Mais encore une fois, on a quand même beaucoup de climato-sceptiques dans les pays. Je ne sais pas aujourd'hui comment on l'Islande à travers sa problématique liée aux éruptions volcaniques, mais je vous assure que si un jour on était confronté à ce genre de phénomène, on n'y est absolument pas préparé. Et nos outils législatifs, réglementaires et assurantiels ne prévoient rien. On a quand même des zones relativement fortes en matière de zones sismiques sur notre territoire français qui se déplacent jusqu'en Allemagne. Si un jour on a un tremblement de terre dans la région de Nice, vous imaginez un peu l'impact de sinistralité qu'on pourrait avoir. Hein. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très, très, très humble par rapport à ce qu'on peut imaginer comme construction de solutions assurantielles, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être, à mon avis, dans l'anticipation. Et là, pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt on subit les événements plutôt qu'on les anticipe. Ça peut être une bonne conclusion à ce webinaire. Donc, il y a d'autres questions. Et une dernière question, je me permets, je suis désolé de monopoliser la parole, mais est-ce que vous auriez un message pour les assurés lambda et qu'en est-il justement de la fameuse culture du risque? Est-ce que vous pensez qu'on l'a suffisamment en France? Quand je dis suffisamment, je parle au niveau de la population au sens le plus vraiment général et générique possible. Ah oui, j'ai un message très simple. Assurez-vous chez un agent général. Merci de m'avoir tendu la perche. Je plaisante à moitié. L'assurance, on peut la souscrire un peu n'importe où. Vous pouvez aller assurer votre maison sur un site internet complètement impersonnel où vous allez avoir 3 clics et vous allez souscrire votre contrat d'assurance. On ne vous demande pas grand-chose. Sauf que là, vous êtes venu acheter un prix. Est-ce que vous êtes venu acheter la nature d'un contrat, la qualité d'un contrat qui protégera votre bien? C'est un petit rapport rapide. Vous avez une maison d'habitation qui vous a coûté 200 000, 300 000, 400 000 de la construction, dans laquelle vous allez mettre vos souvenirs, votre mobilier, tous vos équipements, et vous en allez en rajouter pour 100 000. Vous allez avoir un patrimoine de 600 000, 700 000, 800 000 euros. Et en contrepartie, vous allez payer une prime d'assurance qui va coûter 500 euros. Faites le rapport. C'est vraiment très peu cher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'assurance habitation. Et quand je vois vendre l'assurance habitation par des banquiers, par des guichets divers et variés, par des sites qui sont des assurtech qui disparaissent peu de temps avant avoir été créés, ça me fait un peu de peine. Donc aujourd'hui, on défend nous, notre métier à travers la qualité du conseil qu'on propose. Nous, agents généraux, aujourd'hui, moi je n'assure pas une maison sans aller la visiter, jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en faisant la visite du risque, on va identifier un certain nombre de choses
qu'on partagera avec notre client. Et c'est ce qui permettra de lui donner une garantie qui sera adaptée à la réalité de son risque. Alors, oui, bien sûr que l'assurance, c'est toujours trop cher quand on l'achète, mais on s'aperçoit qu'au moment de la déclaration de sinistre, on peut éviter bien des drames si le contrat est bien souscrit. Ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui dans de nombreux acteurs qui sont des acteurs un peu industriels du marché de l'assurance habitation. Laure Bergala. Oui, je voulais revenir sur ce que vous proposiez de mettre enfin qui soit, comment dire, rassemblé dans l'Observatoire des risques climatiques. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que les informations sur la sinistralité, l'expérience en matière d'indemnisation, les types de garanties données, ça serait sur chaque point de manière granulaire sur le territoire, ce que les assureurs font ou proposent, hein, qui serait mis en commun, c'est ça? Alors, si vous voulez, l'observatoire, je pense que là, tout est à construire hein, sur le modèle. Mais effectivement, l'idée, c'est de mutualiser des données. Donc, plus on arrivera à enrichir cet observatoire de données, plus on arrivera à avoir une finesse dans l'analyse des zones que l'on souhaite pouvoir garantir. Euh, Tout ceci me semble être important parce que aujourd'hui, derrière une compagnie d'assurance, il y a un réassureur. Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait de dire j'accepte de mutualiser mes risques à travers un observatoire et de donner un certain nombre d'informations me permettrait peut-être d'avoir accès dans de meilleures conditions à la réassurance. Et quand vous relisez les propos de CCR, on est un peu dans cet esprit-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté de pouvoir collecter des données, moi j'ai une simple volonté à travers ça, c'est de pouvoir pérenniser le modèle d'assurance sur le territoire français. Le reste, ça m'importe peu. Je veux qu'aujourd'hui, on soit capable de proposer une garantie assurantielle à tous les clients qui poussent la porte d'une agence générale d'assurance. Et à l'heure actuelle, bientôt, ce ne sera plus le cas. On ne peut pas rester dans cette situation. Je crois comprendre que Julien Le Provost veut revenir. Ah, non, désolé. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, une fois, deux fois, trois fois, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire en remerciant Pascal Chapellon et Grégoire Dupont de nous avoir accordé de l'entretemps et je pense que nous serons amenés à nous recauser prochainement. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir le livre blanc? Je ne sais pas s'il y avait le lien dans la communication de l'AGE, je me souviens plus en fait. Non, mais il est sur le lien de l'AGR en tout cas. Pour la partie publique du site, Oui. voilà, contactez-nous directement. Oui, vous pouvez nous contacter, on vous l'enverra. Mais il est accessible, il est accessible sur le site aga.fr. Je vous remercie pour ce temps passé, passionnant. Je crois qu'on se reposera après la publication sans doute du rapport commandé par Bercy et par l'Hôtel de Roquelaure, et sans doute après la survenue d'autres événements importants. Merci à vous, bonne journée et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.